Bonjour, allez c'est parti pour un nouveau chapitre d'histoire de sixième, le monde des cités grecques. Au premier millénaire avant notre ère, les Grecs s'organisent en de nombreuses cités, ces petits États indépendants. Ils sont marqués par des rivalités territoriales, économiques ou politiques, mais ces cités ont aussi de nombreux points communs. Qu'est-ce qui unit donc les Grecs à partir du 8e siècle avant notre ère? Grand 1, comme des grenouilles autour d'une mare. Les Grecs vivent dans le cadre des cités, des petits États indépendants composés d'une ville, souvent fortifiée, et de sa campagne, et dirigée par un gouvernement. Chacune possède un territoire et une divinité protectrice, comme Athéna, la déesse protectrice d'Athènes, Apollon, le dieu protecteur de Delphes, ou Arès, le dieu protecteur de Sparte. Chaque cité frappe aussi sa monnaie et a son propre régime politique. C'est une démocratie à Athènes, comme nous le verrons plus tard, c'est-à-dire un régime dans lequel c'est le démos, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens qui exercent le pouvoir. C'est au contraire une tyrannie à Corinthe, qui est dirigée par un tyran qui exerce seul un pouvoir absolu. Des guerres éclatent souvent entre les cités pour la domination d'un territoire ou d'une cité voisine, comme c'est le cas de la guerre du Péloponnèse, qui oppose pendant 27 ans, entre 431 et 404 avant notre ère, les alliances menées par Athènes et Sparte pour obtenir l'hégémonie de la Grèce, c'est-à-dire la suprématie, la domination sur les autres cités grecques. Ce sont les citoyens qui prennent les armes pour défendre leur cité. Les jeunes Athéniens, par exemple, ne sont considérés comme véritables citoyens qu'après avoir accompli leur formation militaire, l'éphébie. Ils reçoivent alors l'oplon, le bouclier rond et une lance qui permettront de combattre ensemble, côte à côte, en se protégeant mutuellement au sein de la phalange d'hoplites. À partir du 8e siècle avant notre ère, les principales cités fondent des colonies autour de la mer Méditerranée et de la mer Noire. Massalia, l'ancienne Marseille, est par exemple une colonie de la cité de Phocée. Ces cités sont dispersées tout autour de la Méditerranée, ce qui fait dire au philosophe Platon que les Grecs sont comme des grenouilles autour d'une mare. Grand 2, la culture unit les Grecs. Les Grecs sont unis par une même langue, un même alphabet et une même culture. Les mythes, ces récits légendaires qui expliquent le monde par l'action des dieux et des héros, sont communs et connus de tous. L'Iliade et l'Odyssée sont deux longs poèmes épiques du 8e siècle avant notre ère, attribués à Homère. Ce sont pour les Grecs leur histoire, celle de leurs ancêtres. Ces chants qui racontent les aventures des héros Achille et Ulysse contribuent à diffuser les valeurs communes des Grecs, leur culture. Comme vous l'avez lu, Ulysse est fidèle, rusé, habile, fort et courageux. Sa fidélité aux dieux, à sa patrie, à sa femme, sa bravoure au combat et son intelligence en font un modèle pour tous les Grecs. Avec Pénélope, son épouse fidèle, et Télémaque, son fils, il représente le modèle de la famille aristocratique. Le monde d'Ulysse, c'est aussi celui de la Méditerranée et des dieux de l'Olympe, qui interviennent et fixent le destin des mortels en les aidant comme Athéna qui aide Ulysse à retrouver le chemin d'Ithaque, alors que Poséidon voulait le condamner à l'exil. Les Grecs sont des polythéistes. Pour obtenir la protection des dieux, ils doivent leur rendre un culte et respecter des rites. Les prières et les sacrifices rythment la vie des Grecs. Les grandes fêtes religieuses constituent des moments forts pour les cités grecques. C'est la trêve. Ils se rendent alors dans des sanctuaires panhelléniques, c'est-à-dire communs à tous les Grecs, comme à Delphes ou à Olympie, pour honorer les dieux dans leurs temples. Ils font alors des prières, des sacrifices et des concours de sport, de théâtre ou de chant. Tous les 4 ans, par exemple, les Grecs font la trêve et se réunissent au sanctuaire de Zeus, à Olympie dans le Péloponnèse. Ils participent à des concours sportifs, de saut, de lancer, de course et de lutte, mais aussi à des processions et à des sacrifices. Ces Jeux d'Olympie sont de véritables cultes panhelléniques. Grand 3, Athènes et la naissance de la démocratie. Revenons maintenant un peu sur Athènes, l'une des plus importantes cités grecques de l'Antiquité, qui a été le berceau du régime politique de la démocratie. Pendant des siècles, elle est dirigée par un petit nombre de riches familles avant de devenir une tyrannie au VIe siècle avant notre ère. En 508 avant notre ère, Clisthène fait adopter des réformes qui donnent un nouveau gouvernement à la cité. Il établit l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité politique de tous les citoyens. Il souhaite aussi faire participer le plus grand nombre à la vie politique. C'est le début de la démocratie. Réunis à l'Ecclésia sur la colline de l'Apnyx, les citoyens discutent et votent les lois et élisent les magistrats qui les exécuteront. Les citoyens doivent participer à la défense et au gouvernement de la cité et siéger, s'ils sont tirés au sort, au tribunal de l'Héliée ou au conseil de la Boulée, qui prépare les lois. Mais sur les 300 à 350 000 habitants d'Athènes, les citoyens sont minoritaires.
La citoyenneté n'est accordée qu'aux hommes nés de pères et de mères athéniens depuis le puissant stratège Périclès. Périclès a aussi voulu favoriser les citoyens les plus modestes et a mis en place le mistos, une indemnité journalière pour les encourager à siéger à l'Ecclésia. Les femmes, les étrangers, appelés métèques à Athènes, qui pourtant payent des taxes, sont écartés de la vie politique, tout comme les esclaves, considérés comme des objets. La démocratie athénienne est donc ainsi une démocratie directe, mais limitée. Directe car le démos, le peuple, participe directement au pouvoir, mais limitée car un grand nombre d'habitants sont exclus. La fête des grandes Panathénées réunit tous les 4 ans tous les habitants de la cité en l'honneur d'Athéna, leur déesse protectrice. Il s'agit d'une procession le long de la voie sacrée jusqu'à l'acropole, où se situe le temple du Parthénon, dédié à la déesse. Là, on habillait sa statue d'un péplos, une tunique, tissée par des jeunes filles. C'est la frise sculptée sur le temple du Parthénon qui nous permet de connaître aujourd'hui le déroulement de cette fête civique. Il s'agit d'une sculpture de marbre de 160 mètres de long et d'1 mètre de haut de l'artiste Phidias. Elle représente plus de 360 personnages et 220 animaux. Ce chef-d'œuvre donne à voir la cité qui affirme sa puissance et son rayonnement. Aujourd'hui, plus de 65% des sculptures du Parthénon sont conservées au British Museum de Londres ou au Louvre à Paris. Les Grecs, qui ont aménagé un musée pour les accueillir, réclament leur retour. Le retour d'un patrimoine national grec, aujourd'hui considéré comme une œuvre majeure du patrimoine mondial de l'humanité. C'est terminé pour les cités grecques. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.